aux 23 heures. Bonsoir. La grande actualité de ce soir, c'est la présentation par le Premier ministre du projet de loi de finances exercice 2022 à l'Assemblée nationale et les débats autour de ce projet de loi de finances qui s'élève autour de 20 730,1 milliards de francs congolais, soit 9,9 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 41,8% par rapport à la loi de finances exercice 2021 chiffré à 14,620,5 milliards de francs congolais se poursuivent au Parlement. Après cette présentation du budget 2022, les députés nationaux ont apporté leur amendement sur ce projet de loi exercice 2022. Intéressons-nous à l'amélioration de la gouvernance au niveau des provinces. Les présidents des assemblées provinciales ainsi que les directeurs de leur administration sont à Kinshasa pour réfléchir sur le renforcement et l'amélioration de leurs liens institutionnels, ce cadre d'échange et l'initiative du président du Sénat, Modeste Ba Tiloukwebo, sous la houlette du président de la République. Edith Chala nous en parle. Présidents des assemblées provinciales et les directeurs de leurs administrations respectives vont réfléchir sur comment améliorer et renforcer les liens institutionnels afin d'améliorer la gouvernance des provinces. Initié par le président du Sénat, Modeste Ba Tiloukwebo, dans le cadre des réformes entreprises par lui et son bureau depuis son avènement à la présidence de la Chambre haute du Parlement. Cet atelier de mise en place du cadre de dialogue et de concertation entre le Sénat et les présidents des assemblées provinciales a été ouvert par la ministre près le président de la République, Nana Manouanina. L'initiative a été louée par les présidents des 26 assemblées provinciales de toute la République démocratique du Congo, comme l'a bien souligné Louis Kamouini, président de l'Assemblée provinciale de Lualaba et doyen des présidents des assemblées provinciales. Le président du Sénat, Modeste Ba Tiloukwebo, a soutenu que ce premier congrès entre le Sénat et les institutions provinciales, dont il est l'émanation, va restaurer la confiance et la relation financière entre les assemblées provinciales, le gouvernement central et les gouverneurs des provinces. La situation dans nos différentes provinces n'est pas reluisante à ce jour. Il y a des crises récurrentes au niveau des provinces, en tout cas dans la grande partie des provinces de notre pays. Nous, le Sénat, qui sommes l'émanation des provinces, l'émanation des assemblées provinciales et qui représentons les provinces, nous ne pouvons pas croiser les bras face à une telle situation qui plombe finalement le développement économique et social. Raison pour laquelle, en consultant les dispositions de la Constitution, nous nous sommes dit qu'il faille créer un cadre de dialogue et de concertation au sein duquel nous allons échanger sur toutes les questions et sur tous les problèmes qui se posent au niveau de nos provinces et en particulier au niveau des assemblées provinciales. Et donc l'objet de cette rencontre, c'est justement d'insister sur le respect des textes, surtout ce qui traite des relations entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Nous avons pensé organiser sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce premier congrès, si on peut l'appeler ainsi, de dialogue et de concertation. Et nous espérons que les échanges produiront les effets positifs pour nos populations que nous représentons. Prévu dans la loi numéro 013 du 22 janvier 2013 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, ce cadre n'a jamais été mis en œuvre. Placé sous le haut patronage du chef de l'État, ce cadre de dialogue va brosser un état des lieux de ces entités décentralisées afin de juguler les crises entre les institutions provinciales qui ne facilitent pas la tâche au développement. Les travaux se poursuivent en atelier afin d'évaluer les besoins de chaque province et en proposer des solutions durables qui seront coulées sous forme de résolutions et de recommandations. Justice, affaire Boukangalonzo, les prévenus Matata Pogno, Kibol Voul et Globert Christo étaient encore ce lundi à la Cour constitutionnelle pour répondre des accusations formulées en leur rencontre concernant le parc agro-industriel de Boukangalonzo. Jean-Pierre Demazo nous fait le résumé de cette audience. Les trois prévenus, à savoir Matata Pogno,
mais aussi Kitebi Kibol et Globert Christo étaient à la barre entourés de leurs conseils. La Cour relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution, le prévenu Matata Mpogno Mapom Augustin, qui a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel, de sorte que autrement il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent, et en violation de l'article 19 alinéa 1er de la Constitution, dit entre autres l'arrêt qui précise plus loin que le prévenu Matata ne saurait être poursuivi devant elle sur base de l'article 163 de la Constitution. De ce qui précède, la Cour se déclare incompétente à connaître l'action pénale initiée contre le prévenu Matata ainsi que contre les prévenus Kitebi Kibol et Globert Christo, poursuivis en coréité avec le précité en prorogation de la compétence. Rendons-nous au Maniema pour suivre la présentation du plan de développement des entités territoriales décentralisées sous la direction du gouverneur de cette province. Le développement de ces entités territoriales et le réchauffement climatique occupent une place de choix dans ces discussions, nous apprend Edith Chala. Les entités territoriales décentralisées et déconcentrées du Maniema ont chacune son plan de développement. C'est en tout cas le résultat d'un atelier qui s'est tenu dans la salle Saint-Joseph de Kindu sous la présidence du gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala. Une occasion pour chaque entité administrative du Maniema de se doter d'un plan de développement. Il s'agit d'une stratégie du programme intégré de réduction des émissions dues à la déforestation pour booster le développement socio-économique des entités territoriales décentralisées et déconcentrées du Maniema. Pour le responsable du Fonds national de réduction des émissions dues à la déforestation, FONARED, la tenue de la COP26 a été une opportunité pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de défendre les forêts congolaises. Notre vœu est de voir ces projets s'exécuter parfaitement et atteindre ces objectifs, pour ainsi consolider et pérenniser les acquis en domaine des efforts du président de la République, chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala, a invité les participants à ces travaux au respect strict du règlement intérieur adopté au cours de ces assises, afin de bénéficier de différentes sessions de renforcement de capacité, question de pérenniser les efforts et acquis du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans le domaine du réchauffement climatique. Enseignement supérieur et universitaire, l'ISTEM Bandaka va dans les tout prochains jours se doter d'une bibliothèque. Les travaux de construction de cette bibliothèque avancent normalement, comme le démontrent ces images. Bobo Samba. Faustin Poutou fait de la vision du ministre de l'Enseignement supérieur sa boussole. Pour preuve, il a lancé depuis peu le travaux de construction de la bibliothèque de l'ISTEM Bandaka. Un projet à circonscrire dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui ont eu lieu en septembre 2021 à Lubumbashi. Les travaux de construction vont bon train. Faustin Poutou s'en est rendu compte. Ce chantier, une fois fini, va abriter une bibliothèque moderne et un laboratoire informatique. À ce stade, les travaux y afférents évoluent normalement. Le comité de gestion se félicite de cette initiative qui va concourir à renforcer les capacités digitales, non seulement de nos étudiants et de leurs encadreurs, mais aussi de l'ensemble de la communauté universitaire de la province de l'Équateur, conformément à la volonté politique largement exprimée par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, son Excellence Moïse Nzangi, qui tient à la numérisation de tous les services de l'enseignement supérieur et universitaire. La construction de ce bâtiment. Parlons des petites et moyennes entreprises et de l'entrepreneuriat dans ce journal. Les jeunes entrepreneurs du Lualaba se sont déterminés à accompagner l'application de la loi de la sous-traitance dans le secteur privé en vue de l'émergence d'une classe moyenne. Ils se sont retrouvés autour du ministre d'État, ministre des petites et moyennes entreprises, qui a procédé à l'inauguration de la direction provinciale de l'ARSP Lualaba. Regardez. Le secteur minier en République démocratique du Congo est l'un des domaines clés qui contribuent à l'accroissement du budget national. Le Lualaba
Cette province minière de la RDC vient d'être dotée d'une direction provinciale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, la RSP, qui tient à booster l'émergence d'une classe moyenne à travers l'application de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé, veut accompagner tous les opérateurs œuvrant dans le secteur des mines au Lualaba. C'est le ministre d'État, ministre des petites et moyennes entreprises, Eustache Mouandi, qui a procédé à l'inauguration de cette direction provinciale censée encadrer tous les jeunes entrepreneurs de cette province. Le directeur provincial de cette structure rattachée au ministère des petites et moyennes entreprises a sollicité l'accompagnement de sa hiérarchie. Je peux compter sur la détermination de ma hiérarchie et je suis convaincu que monsieur le directeur général ne manquera pas d'apporter le soutien nécessaire pour que notre direction provinciale puisse accomplir ses missions. Le directeur général de la RSP appelle tous les opérateurs de soutenir cette loi qui offre des avantages aux entrepreneurs. L'installation ce jour de la direction provinciale de l'ARSP Lualaba est donc un signal fort qui indique clairement notre détermination de veiller à l'application sans faille de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Réunis au sein du club des sous-traitants, ces opérateurs aspirent à l'épanouissement de leurs activités ainsi qu'à la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Après la victoire des Léopards qui se sont qualifiés pour le barrage des éliminatoires du mondial Qatar 2022, le président de la Cour de cassation a reçu quelques membres du staff de l'équipe nationale. Regardez. Comme un ancien joueur, plusieurs fois cofondateur des équipes locaux dans quelques villes du territoire national où son devoir de magistrat l'appelait à servir sous le drapeau, à savoir Goma, Bukavu, Mbandaka et Kananga, le premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi Moussanga, a honoré sa promesse faite à Dar es Salaam si les 11 nationales ramenaient la victoire au pays. Une enveloppe a été remise. Il avait partagé son expérience à ses jeunes frères. Entre tactique sur le terrain, confiance en soi, travail d'équipe et complémentarité, ces conseils ont été d'un grand apport pour nos 11 nationales qui ont l'avenir du football congolais en main. Robert Kidiaba Moteba et Mayala, membres du staff technique de l'équipe nationale, le témoignent. Il nous a donné des conseils en tant qu'encadreur et nous avons transmis ce que lui l'a dit aux joueurs. Vraiment, sincèrement, les joueurs se sont bien comportés en Tanzanie d'abord et ici à Kinshasa. Ils ont continué sur la même lancée et nous avons eu la qualification. C'est pourquoi nous sommes revenus pour lui dire merci. C'est quelqu'un qui connaît le football, même s'il est dans le domaine de la justice de notre pays. Tout en reconnaissant les encouragements du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen et supporter de l'équipe nationale, Mayala n'a qu'une seule promesse au peuple congolais. Nous travaillons dur pour que nous ayons la victoire. C'est ce qui a été fait. Et pour les échéances à venir, nous allons faire la même chose, doubler des efforts pour que la victoire soit de notre côté, afin que nous puissions représenter notre pays valablement au niveau de la Coupe du Monde. La nation tout entière se range derrière l'équipe nationale pour qualifier la République démocratique du Congo à la mondiale de la FIFA Qatar 2022, 47 ans après. Cap sur le Kwilu, plusieurs malfrats et bandits de grands chemins, auteurs de plusieurs braquages et cambriolages sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise. Ils viennent d'être transférés à Kinshasa pour subir la rigueur de la loi. Regardez. Plus que déterminé à sauvegarder l'identité légendaire de Bandundu comme ville la plus pacifique du pays, le gouvernement provincial du Kwilu s'était investi à travers le service de sécurité pour traquer le délinquant de grands chemins, auteur de désolations et terreurs au chef-lieu de la province. À ce jour, ces malfrats aux arrêts sont transférés à Kinshasa. Opération supervisée par le ministre provincial des Transports, François Mbangala, faisant ainsi intérim du ministre de l'Intérieur et Sécurité en mission. À l'appel de chaque transféré, il se pointe devant le véhicule pour une fouille systématique afin de garantir un transfert sécurisé. Au total sont transférées 21 personnes qui pour la plupart opèrent avec des effets militaires à l'instar de Boston Manzé alias Fil des Morts, spécialisé dans des crimes de braquage et cambriolage en main armée dans des maisons de particuliers et magasins des expatriés. Formalité finie, le véhicule réquisitionné pour les besoins de la cause est escorté par la police jusqu'au port
porte de sortie des Bandundu. Monsieur le gouverneur Itundala a insisté pour qu'il y ait plus de civiques dans la vie. Tous ceux qui continueront à faire des bavures, à faire les désordres, dès qu'ils sont condamnés, on va les transférer à Kinshasa pour des prisons étrangères à leur qualité. Ce fut également un motif de joie pour la population qui a salué la volonté politique de l'exécutif provincial à mettre des moyens pour le transfèrement de ces malfrats. Insécurité et criminalité, cette fois-ci observée au Maniema, le gouverneur de cette province, Idriss Mangala, a tenu une conférence morale devant les forces de sécurité afin de les sensibiliser de bien accomplir leur mission de maintien de la paix et de l'ordre redépendant. Insécurité et criminalité, une situation qui perturbe la quiétude de la population du Maniema. Pour mettre fin à cette situation, le gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idriss Mangala, implique et encourage le service de sécurité pour une opération mixte de sécurité, les forces armées congolaises et la police nationale congolaise. C'était au cours d'une causerie morale pour lier l'utile à l'agréable. Une ration composée essentiellement de sacs de farine a été distribuée aux hommes de troupes. Il a été question de remettre les vivres et non-vivres aux éléments de troupes et surtout à ce qui concerne la criminalité dans la ville de Kindu. Il y a des éléments qui ont été réquisitionnés pour passer des patrouilles mixtes entre FARDC et éléments de la police. Donc, je viens d'appeler les éléments de troupes, la FARDC et les éléments de la police à la vigilance tout azimut pour essayer un peu de mettre nos éléments en alerte maximum. Très satisfait de ces réarmements moraux de la part de l'autorité provinciale, le militaire et policiers dans le Maniema ont promis d'accomplir leur mission suivant les instructions du commandant suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, instructions relayées en province par son représentant, le gouverneur Idriss Mangala. Sécurité, toujours cette fois-ci en Ituri, province sous état de siège où les femmes se sont mobilisées pour sensibiliser les jeunes à déposer les armes et à cultiver plus la paix. Suivez. Les femmes ituriennes décident d'apporter leur pierre à l'édification de la paix en Ituri en appui aux actions militaires contre les groupes armés. En cette période de l'état de siège, pour ce faire, plus de 100 femmes d'entre elles participent depuis ce lundi à Bunia à un atelier de champ d'expérience sur la médiation et la négociation pour la paix. Occasion pour Petronile Vaoueka, facilitatrice et experte au panel, chargée d'accompagner la RDC à la présidence de l'Union africaine, d'inviter les groupes armés à déposer les armes. Ceux qui sont en train d'utiliser leur argent pour armer les jeunes gens, ils sont en train de perdre leur temps parce qu'ils ne gagneront jamais. C'est une situation perdue d'avance. Ils perdent leur argent. Et les jeunes qui sont maintenant ici sous cette influence, eux aussi perdent leur temps. Ils sont en train de mourir pour rien. Ils tuent pour rien. Je crois que les Ituriens aujourd'hui doivent avoir une vision, doivent s'inscrire dans la vision du Congo et du monde. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé les femmes à être proactives dans la prévention et la consolidation de la paix en Ituri. Nous demandons que chacun de vous apporte le maximum de son savoir, de ses expériences, pourquoi pas de ses initiatives, pour que vous débattiez ensemble afin de trouver l'issue heureux de ce qui se passe en Ituri. Cet atelier organisé sur financement de l'administration militaire de l'Ituri va durer 2 jours. Changeons de chapitre pour parler de l'environnement. Les peuples autochtones pygmées sont en atelier à Kinshasa. Ils plaident pour la prise en compte effective de leurs préoccupations dans l'élaboration du document national de politique foncière en RDC. Nene Mainzana Renengwango. Dans la société civile, l'entité peuple autochtone pygmée, représentée par leur structure, nous avons été impliqués dans le processus en vue de pouvoir adresser nos préoccupations spécifiques par rapport à la question foncière. Et nous avons élaboré une position qui reprend nos priorités et surtout la question de la sécurisation de nos terres et aussi les modes de gestion traditionnels et surtout lutter contre les menaces qui pèsent sur nos territoires, car nos territoires autochtones sont des territoires qui ont été gérés très longtemps d'une manière efficace
à partir de nos pratiques traditionnelles et qui ont fait aussi de preuve de métier des ressources naturelles. Nous disons cette fois-ci, comme c'est l'atelier national de validation, il faudra que nous disions, que nous observons dans le texte. Est-ce que réellement c'est ce que nous voulons? Pour nous, la politique, une fois validée, ça doit prendre en compte un certain nombre de préalables tels que définis dans notre note de position transmise à l'institution chargée de l'élaboration de la politique foncière. Entrepreneuriat encore. Dans ce journal, les étudiants de la Tchopo veulent être sensibilisés sur l'entrepreneuriat des jeunes. Le directeur général de l'ANAPI veut accompagner les jeunes à oser investir dans l'entrepreneuriat, nous dit Yvette Mapotima. Face à la communauté estudiantine de la Tchopo réunie au sein de l'université de Kisangani, la délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI avait pour objectif d'informer, de sensibiliser et de présenter les différents dispositifs qui encadrent la pratique des affaires en République démocratique du Congo et particulièrement l'entrepreneuriat des jeunes. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, a lancé un appel à la jeunesse boyomaise et particulièrement aux étudiants de se former, d'oser dans l'entrepreneuriat tout en apprenant des erreurs et expériences des autres. Il n'y a pas de financement que nous donnons nous au niveau de l'ANAPI. Conseil technique du gouvernement central et provincial, nous faisons de l'accompagnement. Nous connectons les jeunes entrepreneurs à des business angels, à des structures qui donnent de l'argent, des banques commerciales. Nous les connectons à des gens qui se disent « nous avons de l'argent et nous pouvons donc aller de l'avant ». C'est ça le rôle que nous faisons. Je dis aux jeunes étudiants, apprenez sur les lois, apprenez sur l'écosystème, osez sortir des carcans. Je dis aux jeunes étudiants, apprenez pour la vie, n'apprenez pas pour les points. Ces étudiants de Kisangani sont sortis de cette conférence avec des connaissances en plus sur l'entrepreneuriat comme pilier de la croissance économique et de l'innovation, ainsi que la contribution pour l'évolution économique du pays. Genre, la nouvelle société civile organise un atelier sur le plaidoyer en matière d'égalité du sexe et des droits de la femme, nous dit Bobette Inga. Ces délégués venus des différentes provinces vont approfondir leurs connaissances sur les textes juridiques et internationaux relatifs à l'égalité des sexes et des droits de la femme. Cet atelier de 3 jours permettra aux participants de faire un état des lieux général des lois existantes afin de mener à bien le plaidoyer pour rendre les lois congolaises conformes aux standards internationaux en matière de l'égalité des sexes. Nous sommes un atelier national où nous avons tous nos coordonnateurs de toute la République en train de travailler sur l'état des lieux des réformes et des lois qui garantissent l'égalité du sexe et droits de la femme en République démocratique du Congo. Et ces lois-là, nous n'allons pas les limiter à faire l'inventaire, mais nous allons les comparer aux standards internationaux. Plus tard, nous ferons l'étude comparative pour voir est-ce que nos lois respectent l'égalité du sexe et droits de la femme, pour que nous sachions comment nous allons centrer les plaidoyers. Les plaidoyers peuvent être centrés que sur base des données fiables. Est-ce que nos lois répondent aux standards internationaux? Si nos lois ne répondent pas, un plaidoyer sera organisé. Est-ce que nos lois sont déjà bonnes et qu'il faut maintenant mener les plaidoyers pour qu'elles soient appliquées? Ça, c'est notre travail. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet initié dernièrement par la nouvelle société civile congolaise dans le cadre des réformes législatives lancées officiellement le 29 octobre dernier. L'analyse de l'influence d'une administration publique sur la croissance économique de la RDC, c'est le thème de la thèse présentée et défendue à l'université de Kinshasa par Yolande Ebongo, ministre honoraire de la fonction publique. C'est à l'université de Kinshasa que la ministre honoraire de la fonction publique, Yolande Ebongo Bosongo, a présenté un exposé. Analyse de l'influence d'une administration publique efficace sur la croissance économique en République démocratique du Congo. C'est en guise de résumé de sa thèse de plusieurs pages dont l'originalité tient à la problématique posée. Quelle est l'incidence d'une administration publique efficace sur la croissance économique de la République démocratique du Congo? Avec une précision chirurgicale, une éloquence socratique
Puisant dans son expérience dans ses portefeuilles, Yolande Bongo Bosongo a prouvé à travers ses explications et sa parfaite maîtrise de matières développées que l'inefficacité de l'administration publique congolaise a un effet négatif sur la croissance économique de la République démocratique du Congo. Cette situation, vous comprendrez, monsieur le professeur, est consécutive à l'effectif non maîtrisé dans l'administration publique. Le surnombre, le surpeuplement dans les bureaux, couplé de l'obsolescence des matériels immobiliers, affecte négativement le rendement des agents de l'État. Les jurys composés d'éminents professeurs de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa a jugé sa thèse recevable avec la mention la plus grande distinction. Le résultat de ces recherches qui s'inscrivent dans le cadre du programme de 3e cycle, diplôme d'études approfondies, ouvre la porte à Yolande Bongo Bosongo de pouvoir entamer avec sa thèse des études plus approfondies et proposer dans le cadre de la croissance endogène des solutions idoines à la République démocratique du Congo face à ces problèmes qui rongent son économie. Enseignement primaire, secondaire et technique, la province de la Lomami vient de lancer la campagne de scolarité en vue d'envoyer beaucoup d'enfants en âge scolaire à l'école. Cette campagne a pour objectif général de mobiliser les enfants pour aller à l'école ainsi que la sensibilisation des parents, cela en vue d'atteindre le chiffre de 27 millions d'enfants à l'école comme fixé pour les 26 provinces de la RDC pour cette année scolaire 2021-2022. Les représentants du gouverneur de province ad intérim, le ministre provincial des Finances, Timothée Chité-Lukombe, a appelé les parties prenantes à l'implication totale afin d'atteindre ces objectifs. Le proverbe de Désiré Kafengambachi a rendu hommage au professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'EPST, engagé pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions tout en félicitant l'engagement ferme de son Excellence Monsieur le ministre de l'EPST, les warriors du gouvernement Samalokonde, dans la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Nous lui rassurons notre attachement indéfectible et lui rassurons notre accompagnement dans cette mission sinon lui confiée. Dans la foulée de cette cérémonie, quelques fournitures scolaires, dont de l'UNICEF, ont été remises aux directeurs d'école primaire par le représentant du gouverneur de province intérimaire, Edouard Moulumba Moudiandambou. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à 7h dans une présentation de Marie Talon. Merci. Excellent suite de programme sur nos antennes. Au revoir.